18h. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. À la une de ce 18h présidentielle ivoirienne, rebondissement de dernière minute, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à l'État de surseoir au processus électoral, de lever les obstacles à la candidature de Guillaume Soro dans un délai de 15 jours. Plus de détails dès le début de cette édition avec notre correspondant à Abidjan, Justin Assalé. Après la pluie, bonjour les digues à Amour, des quartiers sont fortement touchés par les inondations. Les eaux de pluie ont envahi les maisons. Les populations inquiètes sollicitent une aide d'urgence. À Thiès, le mur du SEM Sampaté s'est effondré après les grosses pluies enregistrées dans cette région. Et Dakar, dans une situation pitoyable dans plusieurs quartiers. La mobilité est redevenue difficile. Dakar qui enregistre 5000 sinistrés, un chiffre qui pourrait évoluer selon le gouverneur de la région de Dakar. Des relogements temporaires ont démarré à Kermassar et à Djahaï. Et puis Covid-19, plus de restrictions au niveau des transports en commun. Toutes les restrictions ont été levées, toutefois le port du masque reste obligatoire. La pandémie de Covid-19 qui maintient une tendance baissière. Ce mardi, 15 nouveaux cas sont recensés, mais 208 militaires revenus de mission ont été testés positifs. Le point du jour à suivre dans ce 18h mis en onde par Alassane Ouad. Sud-Soir. Khadissem est à la présentation. Alassane Ouad assure la mise en onde. Bienvenue. Guillaume Soro sera-t-il finalement éligible à la présidentielle? C'est la question qui se pose sur toutes les lèvres depuis cet après-midi en Côte d'Ivoire. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à l'État de Côte d'Ivoire de surseoir au processus électoral et de lever les obstacles à la candidature de Guillaume Soro dans un délai de 15 jours. Retrouvons à Abidjan notre correspondant Justin Assalé. Écarté de la présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro pourrait être repêché par le Conseil constitutionnel. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a le soutien de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans un document d'une douzaine de pages, l'institution panafricaine annule la condamnation contre le président de Génération Peuple Solidaire et le déclare éligible à l'élection présidentielle. Cette déclaration de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sera-t-elle prise en compte par le Conseil constitutionnel? Une question qui reste posée quand on sait que, dans un communiqué au mois d'avril dernier, le gouvernement ivoirien avait pris ses distances avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples après une décision intimant l'ordre à l'État ivoirien de suspendre le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et la mise en liberté provisoire des 19 de ses partisans. En attendant de voir la suite de cette affaire, rappelons que le Conseil constitutionnel a déclaré lundi éligible à la présidentielle du 31 octobre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Afi N'Guessan et Kwaku Konan Bertin Di Kakabe et rejeté les candidatures de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Sud FM, Made in Sénégal. Inondation à Mour-Nianing souffre des quartiers touchés. Baobab et Sanche, des maisons sont envahies par les eaux de pluie. Les populations très inquiètes sollicitent une aide d'urgence. Elles réclament entre autres la construction de ponts, un système de dragage des ravins et la désinfection des maisons afin d'éviter les risques de maladies hivernales. C'est un reportage signé Moustapha Sall. UNICEN appelle au secours. Elle fait partie des familles victimes d'inondations ici au quartier Baobab dans le village de Nianing, situé dans la commune de Malikonda. Plusieurs maisons sont englouties par les eaux de pluie. Oui, nous étions inondés parce que l'eau était entrée dedans jusqu'à la cuisine, jusqu'au premier escalier du bâtiment, parce que nous habitons près du ravin. Le constat est amer. Une semaine après les fortes précipitations,
Le reste toujours dans les concessions. man Aïda Diong maay borom kër gi ndox maa ngi nii gis ngeen ko néeg yëpp a feesoon pompe bi moo ñëw wuy si ñu ndox mi dugg ci biir kër gi. Cette dame, la soixantaine, n'a que ses yeux pour constater les dégâts. douze yeeg yëpp la yàq feesal néeg yi dell sunu lal yeeg mat laa yëpp lañ génne yëpp a tooy laa jël fii boo sànni woon baat mu tag fii yëpp dañ doon jàllee nit. waaw. Elle patauge pour se rendre dans son bâtiment. Les eaux stagnantes peuvent être source de maladies. Se désole ces populations. C'est la période du paludisme. Il y a beaucoup de moustiques. tiit nañ ci feebar bi xew ci dëkk bi muy virus bi pali bi suñu doom yëpp a war. Ces habitants des quartiers inondés Nianing Baobab et Nianing Santhie demande de l'aide aux autorités. Qu'on construise des ponts, de traverser et de drainer le passage des eaux pour débloquer le ravin qui se bloque. Nous sollicitons aussi des moustiquaires imprégnés. Pont bi moo tax ba dëkk bi bu feesee ndox mi du mën a génn faaw ñu toj ko defaral ñu ko. Nianing est dans la commune de Malicounda, située sur la route de Joal. Ce village fait partie des localités inondées du département. Moustapha Salumbour, Sud FM. Moustapha Sall, effondrement du mur du SEM Sampaté et les désagréments des dernières grosses pluies à Thiès. Les fils de ce quartier de la commune de Thiès-Est dénoncent les lenteurs notées dans l'intervention des autorités locales. Le mouvement appelle à l'Union pour le développement de Thiès, sonne l'alerte et plaide pour un sursaut citoyen. Thiès Babacarda. Au quartier Sampaté de Thiès-Est, les effets des inondations dans les concessions et l'effondrement d'un pan du mur du CM El Hadj Amadou Ba Sampaté irrite les fils de la localité. Mohamed El Bachir Gueye, coordonnateur du mouvement, appelle à l'Union pour le développement de Thiès, dénonce les lenteurs notées dans l'intervention des autorités. Je peux citer en exemple le mur de l'école CM Sampaté. Nous tous nous avions dès le départ alerté les gouvernants, leur disant que l'eau continuait à excaver un peu le long du mur. Et ça pourrait constituer un danger au niveau de l'école. Il y avait à l'époque les APE qui m'avaient directement interpellé pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Mais comme vous savez, la configuration de notre système en partie politique politicienne ne nous a pas permis d'intervenir. Parce qu'il y a certaines opérations, nous ne pouvons pas les mener sans l'autorité. On a parlé avec les autorités compétentes, que ce soit les autorités municipales, que ce soit des fois même l'autorité étatique, en l'occurrence le préfet et tout. Donc nous écoutons. Ce problème-là, c'est un problème très sérieux. Et il faudra le prendre en tant que tel. Pour ce mécène, Thiès est malade de ses dirigeants et il faut un sursaut pour sortir la capitale du rail de la situation dans laquelle elle se trouve. Ça va très mal. À Thiès, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Moi, je n'ai pas vu une seule opération que les autorités municipales ont en tout cas enclenchée ici. Aujourd'hui, on s'est dit que si on reste les bras croisés, à ne rien entreprendre, tout le monde sait qu'aujourd'hui Thiès va mal, très mal. Et nous comptons accentuer toutes nos forces sur le développement communautaire, sachant que le développement communautaire, à mon avis, est le seul ici. Audi, un mouvement citoyen avec lequel il faut désormais compter pour redorer Thiès son blason d'antan. Une chose est sûre, c'est que Audi, à part de maintenant, qu'un d'autre décider sans mon fils Thiès. N'importe qui d'autre nous dit, et nous avons aussi qu'un de nous tagal ay dirigeants, nous imposer ay maires. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Le poste de santé de Lindiane dans le district sanitaire de Kaolack est inondé. Le nombre de patients diminue de jour en jour à cause de son inaccessibilité. Une structure sanitaire sans gardien. Pendant la nuit, le personnel de garde est exposé à toutes sortes de risques. La population de Lindiane alerte à la fois les autorités administratives, locales et médicales. Mamoudou Kamara. Le poste de santé de Lindiane, qui dépend du district sanitaire de Kaolack, est en souffrance. Il est inondé et inaccessible. Madame Diop Arlette John est l'infirmière chef de poste de la dite structure sanitaire. Au niveau du poste de santé, pendant l'hivernage, on souffre parce que toujours le poste est inondé. L'accès est inaccessible parce que pendant l'hivernage, toujours cette année, on dirait que c'est comme ça. Depuis que je suis là, quand il y a la pluie, la population ne vient même pas parce que devant la porte de l'hôpital, tout est inondé. On souffre. Et pendant la nuit même, on n'arrive même pas à dormir à cause des grenouilles. Et vraiment, le bruit, ça dérange. On souffre vraiment ici pendant l'hivernage. Et surtout avec les femmes enceintes, quand elles viennent, quand la sage-femme dit même qu'elle n'arrive pas à prendre les CPN parce qu'elle ne peut pas faire à une femme enceinte de traverser jusqu'à partir aux toilettes. Vraiment, c'est inaccessible. Qu'on nous vienne en aide parce que vraiment, on souffre ici. Le poste de santé de Lindiane n'a pas également de gardien. Le personnel médical est en danger. Madame Diop Arlette John. Au-delà de l'aspect inondation, on n'est que des femmes dans le poste un peu isolé des habitations. Donc, on n'en a pas de gardien. La nuit, quand on te réveille, tu te dis, est-ce que je dois me lever ou bien? Tu dis que tu ne sais pas si c'est un voyou qui est en train de
frapper à ta porte, tu pries et puis tu sors, tu es obligé de sortir comme tu ne peux pas dire non aux patients. On souffre ici on veut vraiment un recrutement pour un gardien ou bien une femme de ménage, même on en a récemment. Donc, vraiment. Les autorités administratives, locales et médicales sont alertées, car les consultations diminuent de jour en jour à cause du putain état dans lequel se trouve cette structure sanitaire de Lindiane. Kaoulak, Mamadou Kamara, Sud FM. Mamadou Camara, les pluies d'hier ont laissé plusieurs localités de la capitale dans un état pitoyable. La saleté, la boue et les eaux stagnantes font le décor. Dans bien des endroits, la mobilité est redevenue difficile. Josette Kali. Les précipitations d'hier ont encore mis plusieurs quartiers de Dakar dans une situation presque désastreuse, comme qui dirait ont enfoncé le clou. À Ouest Foire, beaucoup de ruelles sont impraticables, des flaques d'eau partout, rendant la mobilité difficile pour les piétons et les voitures de supporter les secousses dues au nid de poule. Non loin de là, à la patte d'oie, il faut s'armer de courage tout en effectuant des bonds, du moins pour ceux qui le peuvent, pour traverser. Mais pour les plus âgés comme Padialo, il faut chercher des détours pour poursuivre son chemin. C'est trop sale, il y a une autre odeur, c'est pas bon. Si tu voulais pour marcher, tu tournes jusqu'à fatiguer. Il y a mis ça là, c'est pas moi seulement. Il y a beaucoup, toujours, il n'y a pas de route, c'est difficile. Et au garage des autocars, le décor est immonde, les activités au ralenti depuis hier. Les motards na fi sare de sax tay dañ lay jégal nga fay 200 station bi fess dalam ndox instant yi dañuy bàyyi ci kanam après do ko gonte de mom yàq na lu bari. Grand Yoff, Scat Urbam et environ ne sont pas épargnés par cette situation. C'est de la boue, de la saleté partout et ce commerçant réclame des canaux pour préparer l'hivernage à venir. Parce que fi amul canalisation tawé ndox mi day bari fi ben tata mo fi jaar fi dugal ndox mi yépp ci biir place. Sinistrés, 5000 sinistrés recensés dans la région de Dakar, un chiffre qui pourrait évoluer. D'ailleurs, les relogements temporaires ont démarré dans certaines zones, Parcelles Assainies de Keur Massar et Jaxaay. Les sites ont été aménagés avec des commodités. D'autres sites sont identifiés pour le relogement des sinistrés. Le gouverneur de la région de Dakar fait le point. Alassane Sall est joint par El Hadj Malick Ndiaye. Si l'on se réfère aux déclarations des uns et des autres, aux chiffres transmis par les acteurs à la base, vraiment le nombre de sinistrés, ménages sinistrés tourne autour de 5000. En attendant qu'on stabilise définitivement le chiffre. Justement, c'est sur la base de ces chiffres-là que vous avez démarré les relogements. Comment ça se passe? Oui, pour l'opération de relogement temporaire, je crois qu'on a ciblé 2 zones. Il s'agit principalement des Parcelles Assainies de Keur Massar et des Parcelles Assainies de Jaxaay. Alors, c'est pratiquement les zones les plus impactées, donc négativement, se s'entend, par les inondations, et nous avons concentré nos efforts au niveau de ces 2 localités. Alors, pour ce qui concerne Keur Massar, donc Parcelles Assainies Keur Massar, effectivement, nous avons pu aménager un site à base de tentes en y assurant un nombre de commodités. Alors, il s'agit des couchettes, donc, ou des matelas. Ensuite, en mettant, évidemment, des toilettes mobiles, en assurant également l'approvisionnement en eau, en électricité, et en essayant d'accompagner les sinistrés dans le cadre de leur restauration. Donc, il y a également une équipe médicale qui suit tout cela, et nous sécurisons l'opération par la présence de forces de sécurité pour que ceux-là qui quittent leurs habitations bien se sentent en sécurité là où on les reloge temporairement le temps que les sapeurs-pompiers terminent les opérations de pompage. Donc ce site-là, il est fonctionnel, il est opérationnel, et déjà nous y avons accueilli un certain nombre de sinistrés qui se sont portés volontaires pour venir évidemment occuper le site en question. Alors à côté, donc, pour les Parcelles Assainies de Jaxaay également, c'est la même opération donc qui est en cours, et j'estime que aujourd'hui quand même nous devrons pouvoir commencer là également à accueillir
été sinistrés. Mais en dehors de cela, nous avons également préparé d'autres sites. Donc il s'agit d'infrastructures sportives que le ministère des Sports a mises à la disposition du ministère de l'Intérieur pour le cas échéant également les utiliser comme site de relogement temporaire, le temps vraiment que l'on dépasse cette situation assez difficile. Alassane Sall, gouverneur de la région de Dakar, il est l'invité de ce 18h. Inondations récurrentes à Dakar, la situation était prévisible puisque la capitale sénégalaise comporte beaucoup de zones humides et pour juguler ce phénomène, désormais tous les projets devront d'abord prendre la tâche du plan national d'aménagement et de développement des territoires. Ce plan mis en place va permettre dans le futur de prévoir les zones non aedificandées. C'est le ministre Omar Gueye qui l'a déclaré ce matin. Je vous propose de l'écouter avec Ismaël Marcel Koli. En 2012, j'avais le privilège d'être à côté du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour présenter le plan décennal de lutte contre les inondations. Parce qu'à l'époque, j'étais ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Il y a une corrélation nette et précise entre les zones inondées actuelles et les zones humides d'antan. Nous avions eu à l'époque une carte de la région de Dakar particulièrement, avant les indépendances, que nous avons superposée avec la carte des inondations. Il y avait exactement une coïncidence entre les zones actuelles inondées et les zones humides, où c'était des rivières, c'était des fleuves, des marigots, etc. Donc, le plan national d'aménagement du territoire permet, en tout cas dans le futur, à partir de maintenant, de prévoir ces zones non aedificantes qui existaient avant. Mais on a laissé habiter les populations avec les années de sécheresse de 1970. Il y a une vague de personnes qui ont quitté l'intérieur du pays pour venir se concentrer sur 0,3% du territoire. Dakar, c'est 0,3% de la superficie nationale et 25% de la population. Mais Dakar, en réalité, la région de Dakar, c'est une zone humide. Beaucoup de zones habitées aujourd'hui n'auraient pas dû l'être. Eh bien, voilà un peu ce qui explique le fait que si on n'applique pas une planification spéciale, les conséquences, les voilà. Et comme nous ne maîtrisons pas le temps qu'il fera ou qu'il fait, parce que nous vivons dans une période de changement climatique, avec une perturbation générale, regardez tout ce qui se passe autour de nous, même des pays sahéliens qui n'avaient pas de pluie et qui sont aujourd'hui inondés. Donc c'est une leçon apprise qu'il va falloir donc intégrer dans toutes les stratégies futures d'implantation des populations sur notre territoire national. Une réunion spéciale des membres du bureau de l'Assemblée nationale convoquée ce mardi. Les parlementaires mettent en place une commission d'information. Selon l'ancien député par ailleurs président du mouvement Agir, il faut une commission d'enquête parlementaire pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur la gestion des 750 milliards injectés dans le plan décennal de lutte contre les inondations. Thierno Bokoum avec El Hadj Malick Ndiaye. Je ne vois aucun impact parce qu'en réalité, il faut comprendre ce que signifie une commission d'information. La commission d'information est prévue par l'article 49 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et l'article 49, à son alinéa 3, dit carrément que la commission d'information porte sur un objet donné et vise à apporter aux députés des réponses à des problèmes qui les préoccupent dans l'exercice de leurs activités. Donc c'est juste, comme son nom l'indique, c'est une mission d'information, c'est pour s'informer. Cela n'a absolument aucun sens dans le contexte actuel où on parle de nébuleuse dans la gestion des deniers alloués aux inondations. N'oublions pas qu'il y a un plan décennal, un programme décennal de gestion des inondations qui devait se terminer en 2022. Nous sommes en 2020. Cela signifie tout simplement beaucoup d'argent ont été injectés dans ce programme. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Qu'est-ce qu'il en est de l'approche technique ? Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Ce sont les questions que les Sénégalais se posent. Il fallait peut-être s'arrêter à l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour ouvrir une commission d'enquête parlementaire. Cela aurait pu permettre aux députés d'aller au fond des choses, mais s'informer pour s'informer, alors que dans leur communiqué pour nous annoncer la mise en place d'une mission d'information, ils avaient déjà commencé à dire de bonnes choses sur ce qui s'est passé, en saluant les gestes du président de la République, en saluant
ce qui a été fait au niveau du programme des inondations décennales. On a l'impression qu'on avait même un communiqué de l'exécutif. Je pense fondamentalement, pour s'intéresser aux problèmes des populations et essayer d'éclairer leurs lanternes, il faut aller vers une commission d'enquête parlementaire. C'est cela qui est sérieux. Sud FM, Made in Sénégal. Les mesures de restriction prises sur les transports en commun dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ont été levées. Les taxis, les bus et minibus reviennent à une situation d'exploitation normale. Désormais, les places debout sont autorisées dans les transports. Cependant, le port de masque reste obligatoire pour tous les passagers. Les mesures d'hygiène et de sécurité édictées par le ministère de la Santé sont toujours de rigueur. C'est ce que nous dit Thierno Birahim Aw, directeur général du CETUD, joint par des Mariam Ndiaye. Comme partout au monde, il y a une levée progressive des contraintes sur les transports publics parce que c'est un des maillons très importants de l'économie nationale. Je pense que à côté des mesures, le gouvernement a surtout insisté sur la nécessité qu'on respecte les gestes barrières, qu'on ait une responsabilité individuelle et une discipline collective relativement à la maladie. C'est sur ça qu'il faut insister. Maintenant, relativement à l'arrêté nouveau du ministère des Transports, ce qu'il faut comprendre comme point majeur, c'est que nous revenons à une situation où les véhicules de transport public peuvent exploiter avec le nombre de places autorisées. Ça veut dire pour les bus et les minibus, les places assises et les places debout sont autorisées. Les opérateurs ont cependant l'obligation de fermer les portes. C'est une garantie par rapport à la fluidité du trafic, mais aussi c'est une garantie par rapport au nombre de places debout qui sont autorisées à bord. Ils ont aussi l'obligation de faire le nettoiement désinfectant du véhicule de transport une fois au moins par jour et en gare classiquement. Les mesures d'hygiène et de sécurité édictées par le ministère de la Santé sont à respecter. Il reste que, ce point est extrêmement important, le port de masque est obligatoire pour l'ensemble des passagers à bord, mais simplement retenez que les taxis, les bus, les minibus reviennent à une situation d'exploitation normale avec le port de masque obligatoire pour tous les passagers. Instant, Thierno Birahim Aw, directeur du CETUD. 15 nouveaux cas testés positifs au coronavirus. Un nouveau décès, 28 cas graves actuellement en réanimation. 129 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Toutefois, 208 militaires revenus de mission ont été testés positifs. Le point du jour avec le Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 727 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,05%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 9 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités suivantes. Bignona 1, Sacré-Cœur 1, Saint-Louis 1, Touba 1, et Ziguinchor 1. 129 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce lundi 14 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Par ailleurs, la direction de la santé des armées nous a notifié 208 militaires de retour de mission testés positifs à la Covid-19 et suivis régulièrement dans les services. À ce jour, 14 529 cas ont été déclarés positifs, dont 10 692 guéris, 298 décédés et donc 3 538 patients sous traitement.
Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et vous fait les recommandations du jour en vous disant: prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et ayez en tête 3 gestes essentiels. Le port correct de masques couvrant la bouche et le nez, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. La troisième candidature, Alassane Ouattara et Alpha Condé, en dispose le député Ousmane Sonko. Le président du PASTEF se dit foncièrement opposé à ces actes qu'il qualifie de forfaiture et prévient le président Macky Sall. Ousmane Sonko au micro de Ben Michel Kanfoudi. Simplement, c'est triste. Je crois que ces vieillards devaient quand même avoir la décence, puisqu'ils ont au moins un vécu d'opposant pendant longtemps, de ne pas replonger l'Afrique de l'Ouest dans cette situation. Et c'est triste de voir qu'il n'y a qu'en Afrique francophone qu'on a ces débats-là. C'est pas, mais si vous avez remarqué, en Afrique anglophone, le débat ne se pose pas. Il n'y a qu'en Afrique francophone que ces débats se posent. Après, on prend son avion pour aller voir Papa Macron, pour dire, écoute, il faut que tu valides. C'est triste et déplorable, et en tout cas, nous sommes engagés dans le combat contre ces gens-là. Moi, je soutiens le peuple ivoirien, je soutiens le peuple guinéen, et nous serons devant ici au Sénégal. Je l'ai dit, en février 2024, Macky Sall ne sera plus président du Sénégal. S'il plaît à Dieu. Ça, qu'ils le comprennent ou pas, et ces griots-là qui sont autour de lui, président Yafinek, etc., qui seront les premiers à le trahir d'ailleurs. À chaque fois que quelqu'un chute, ceux qui l'avaient adoubé sont les premiers à le trahir. Cas suspect ou je ne sais quoi. Il ne sera plus président du Sénégal. Donc nous déplorons cette situation parce que nous sommes panafricanistes. J'écris actuellement un livre sur ma vision africaine. Et donc, nous ne pouvons pas avoir cette vision basée sur l'impératif de l'unité et avoir des petits préfets de la France qui s'agrippent à des troisième mandats qui ne peuvent même plus marcher correctement. Ne serait-ce que pour cette raison, ils devaient s'arrêter ces gens-là. Nous le condamnons et nous serons aux côtés des peuples. Moussa Traoré est décédé ce 15 septembre à Bamako. L'ancien président malien arriva au pouvoir après le coup d'État de 19 novembre 1968 et a dirigé le pays pendant 22 ans. Il avait été gracié en 2002 après avoir perdu le pouvoir en 1991 à la suite d'un putsch. Amadou Moustapha Dian. L'ancien président malien Moussa Traoré est décédé ce mardi 15 septembre. Il avait pris le pouvoir en 1968 avant d'être renversé en mars 1991. Condamné à mort, il avait été gracié en 2002 par l'ancien président Alpha Omar Konaré. Moussa Traoré a été à la tête du Mali de 1968 à 1991 avant d'être renversé par un coup d'état militaire perpétré à l'époque par Amadou Toumani Touré. Il est décédé ce mardi à l'âge de 83 ans, 10 jours avant son anniversaire, le 25 septembre. Moussa Traoré, alors lieutenant, avait été le principal promoteur du coup d'état du 19 novembre 1968 qui avait renversé le président Modibo Keïta au pouvoir depuis l'indépendance du Mali en 1960. Par la suite, il était devenu président de la République. Un an après et plus tard, il avait exercé un pouvoir jugé autoritaire et quasi sans partage pendant 22 ans. Son décès à 10 jours avant son 84e anniversaire intervient dans un contexte où son pays, le Mali, est plongé depuis des années dans une profonde crise sécuritaire, économique et politique qui vient d'être accentué par ce 4e coup d'État perpétré le 18 août passé. Et d'ailleurs, la junte militaire et les forces en présence peinent à trouver une sortie heureuse à la crise politique qui dure et perdure au Mali. Ces derniers temps, Moussa Traoré était devenu comme un vieux sage que les politiciens et autres dirigeants allaient consulter. D'ailleurs, le chef de la junte militaire, Assimi Goïta, s'était rendu chez lui ces derniers temps. Sport, on commence par le judo. La fédération sénégalaise souhaite la réouverture des salles pour permettre aux judokas de préparer les tournois qualificatifs aux Jeux olympiques. Voici la vice-présidente de la fédération sénégalaise de judo, Nafissatou Gueye, au téléphone de Dil Minkilan. Ce manque d'activité et le fait de rester chez soi va faire qu'on a envie de manger, de grignoter, ce qui n'est pas très bon pour un sportif. Alors, si vous prenez le sportif de haut niveau qui va prendre du poids, qui va perdre du muscle, qui va perdre ses capacités tactico-tactiques, ça va être plus difficile la reprise au judo.
Et maintenant, si vous voyez dans la sous-région, en Europe, aux États-Unis, ils reprennent le sport, ils ont repris le judo avec un protocole bien spécifique. Et même les compétitions internationales vont reprendre. On a une compétition internationale qualificative à la fin du mois d'octobre. Et si nous, nos athlètes ne font rien, ils pourront pas participer, donc ils pourront pas gagner des points. Donc leur qualification aux Jeux Olympiques peut être remise en cause. Comme le président a dit que nous devons apprendre à vivre avec le virus, ça doit se faire dans tous les secteurs. Sachant que les maîtres de salle sont souvent juste maîtres de salle. Et donc l'abonnement, les mensualités que payent les élèves, c'est ça leur principale source de revenus. Et donc ça fait depuis le mois de mars, ils n'ont pas de source de revenus. Voilà, donc économiquement c'est difficile, physiquement, même psychologiquement c'est difficile parce qu'on a l'habitude de se retrouver, de rigoler, de s'entraîner, de transformer ensemble, et c'est quelque chose qu'on perd. Nous avons élaboré un protocole de reprise qui est déjà prêt, que nous avons pris de la Fédération internationale et adapté aux réalités sénégalaises, et nous attendons juste le top du ministère des Sports pour commencer. À l'instant, Nafissatou Gueye, vice-présidente de la Fédération sénégalaise de judo, qui souhaite la réouverture des salles pour permettre aux judokas de préparer les tournois qualificatifs aux Jeux olympiques. Parlons football avec les championnats européens. On commence par l'Espagne. La Liga poursuit ce mardi sa première journée. Une grosse affiche au programme. L'Atlético de Madrid, premier au dernier classement de la saison écoulée, accueille son dauphin, le FC Séville, qui avait terminé la saison à la 4e place. La rencontre est prévue à 20h. En France, on débute les matchs retard de la première journée de la Ligue 1. Ce soir, Montpellier contre Lyon, ce sera à 19h. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du gouverneur de la région de Dakar, Alassane Sall, interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Alassane Sall, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le gouverneur de la région de Dakar. Est-ce que vous avez recensé le nombre de victimes des inondations? Oui, je vous remercie. Bien sûr, ce travail est fait et suit son cours. Mais déjà, nous avons une idée assez précise du nombre de victimes des inondations dans la région de Dakar. Donc, au niveau des 4 départements, sur la base d'un recensement effectué par les préfets, les sous-préfets et leurs collaborateurs, et à nous transmis par le canal officiel. Est-ce qu'on peut avoir le chiffre exact? Oui, pour ce genre d'opération, dire que c'est un chiffre exact ou un chiffre définitif n'est pas conseillé, puisque le chiffre peut évoluer d'un jour à l'autre. Alors il nous faut stabiliser tout cela, mais déjà ça tourne, en tout cas si l'on se réfère aux déclarations des uns et des autres, aux chiffres transmis par les acteurs à la base, vraiment le nombre de sinistrés, ménages sinistrés tourne autour de 5000, en attendant qu'on stabilise définitivement le chiffre. Justement, c'est sur la base de ces chiffres-là que vous avez démarré les relogements. Comment ça se passe? Oui, pour l'opération de relogement temporaire, je crois qu'on a ciblé 2 zones. Il s'agit principalement des parcelles assainies de Keur Massar et des parcelles assainies de Jaxaay. Alors, c'est pratiquement les zones les plus impactées, donc négativement, s'entend, par les inondations, et nous avons concentré nos efforts au niveau de ces 2 localités. Alors, pour ce qui concerne Keur Massar, donc parcelles assainies Keur Massar, effectivement, nous avons pu aménager un site à base de tentes en y assurant ce nombre de commodités. Alors, il s'agit des couchettes, donc, ou des matelas. Ensuite, en mettant évidemment des toilettes mobiles, en assurant également l'approvisionnement en eau, en électricité, et en essayant d'accompagner les sinistrés dans le cadre de leur restauration. Donc, il y a également une équipe médicale qui suit tout cela, et nous sécurisons l'opération par la présence de forces de sécurité pour que ceux-là qui quittent leurs habitations bien se sentent en sécurité, là où on les reloge temporairement le temps que les sapeurs-pompiers terminent les opérations de pompage. Donc ce site-là, il est fonctionnel, il est opérationnel, et déjà nous y avons accueilli un certain nombre de sinistrés qui se sont portés volontaires pour venir évidemment occuper
occuper le site en question. Alors, à côté, donc, pour les parcelles assainies de Jaxaay également, c'est la même opération, donc, qui est en cours. Et j'estime que aujourd'hui, quand même, nous devrons pouvoir commencer là également à accueillir des sinistrés. Mais en dehors de cela, nous avons également préparé d'autres sites. Donc, il s'agit d'infrastructures sportives que le ministère des Sports a mises à la disposition du ministère de l'Intérieur pour le cas échéant également les utiliser comme site de relogement temporaire, le temps vraiment que l'on dépasse cette situation assez difficile pour les sinistrés. Donc, les relogements ont commencé? Oui, ils ont commencé, oui. Les familles qui ne veulent pas quitter, comment cela va se passer? Oui, pour l'instant, c'est une situation que nous évaluons, que nous suivons. Et si cela nécessite quand même la prise de mesures, ces mesures-là seront prises. Mais ce qui est constant, vous l'avez dit, vous l'avez compris, il y en a qui estiment que là où ils sont vraiment, ils se sentent en sécurité parce qu'ils sont dans des habitations à étage, donc des immeubles à étage, et que c'est peut-être les rez-de-chaussée qui sont impactés, mais qu'au niveau des étages, ils n'ont pas de difficultés. Il y en a également, qui ont quitté tout simplement les domiciles en question, les habitations, pour soit se faire héberger par des parents ou tout simplement trouver des habitations en substitution à celles-là qui sont impactées par les inondations. Et maintenant, il y en a qui ont quitté, mais en laissant derrière eux peut-être un ou deux membres de la famille pour surveiller un tout petit peu les habitations. Donc, toutes ces questions-là sont à l'étude. Nous suivons tout cela. Et à chaque fois qu'une mesure doit être prise, elle le sera, Inch'Allah. Donc, ce sont des mesures prises en concertation avec les victimes des inondations? Exactement, c'est cela, oui. Parce que, les préfets, sous-préfets travaillent directement avec les victimes à travers leurs représentants, notamment les délégués de quartier et autres. Ils font des points de situation, et voilà. Et c'est sur la base de ces informations-là que les décisions sont prises. Et sur le terrain, comment se passent les opérations de pompage? Est-ce qu'il y a des zones qui ont été déjà libérées? Oui, pour les opérations de pompage, je crois qu'aujourd'hui, le site qui vraiment retient l'attention des autorités, des sapeurs-pompiers, des observateurs, je crois que c'est le site des parcelles assainies de Keur Massar, donc le site que nous appelons Camibas. Alors là également, je crois que les sapeurs ont dû redoubler d'efforts en augmentant les capacités de pompage, donc le matériel de pompage, mais également en dotant le site d'un personnel assez conséquent. Donc aujourd'hui, pratiquement, il y a 3 lignes, 3 établissements donc, voire 4, qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour pomper les eaux et voilà les orienter vers la forêt de Mbao pour que ces eaux-là empruntent le marigot de Mbao et qu'elles soient déversées à la mer. Donc là également le travail se poursuit avec les sapeurs. Et en dehors de cela, il y a d'autres sites où les sapeurs ont installé du matériel et continuent le pompage. Et maintenant, il y a des sites qui sont pris en charge par la communauté. Donc, et c'est le lieu également de remercier les efforts consentis par les OCB, alors les volontaires et autres, qui organisés en association, en équipe, appuient vraiment les sapeurs-pompiers. Donc, il y a des sites vraiment, c'est les jeunes des différents quartiers qui accompagnent les sapeurs-pompiers et qui assurent les opérations de pompage. Alassane Sall, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la région de Dakar. Sud FM, chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Produire et consommer localement, c'est ce à quoi l'entreprise sénégalaise Afritex invite les Sénégalais. La structure qui s'active dans le domaine du textile et confection tailleur veut faire du Made in Sénégal une réalité avec près de 250 jeunes, dont 60% issus de la banlieue pour une capacité de production de 9000 pièces par jour à Diamniadio. Mamadou Sall, directeur général de Afritex, au micro de Denisia Sambo. C'est des projets d'uniforme aujourd'hui qui montrent notre pertinence et notre opportunité à utiliser les ressources humaines locales que nous avons
à produire aujourd'hui localement et à consommer localement. Donc c'est un projet ambitieux. PAMECAS vient de mettre plus de 1 milliard à financer les établissements privés et nous disposons à produire le Made in Sénégal localement ici à Diamniadio. Notre capacité de production c'est presque plus de 9000 pièces par jour. Quand je parle de pièces par jour. Donc sur toutes les errants. Donc aujourd'hui le Sénégal compte plus de 2 300 000 élèves, quand je parle de préscolaire jusqu'à Twin. Et dans le passé, toutes ces commandes, 80% de ces commandes allaient de l'extérieur. Nous voulons le faire aujourd'hui localement. Et à long terme, aujourd'hui, je pense aussi, nous allons produire 100% sénégalais et consommés sénégalais. Voilà. Les produits que nous allons produire localement seront 20 à 30% moins chers que ce que les gens exportent à l'extérieur. Ce partenariat dans le domaine de l'éducation va permettre à la PAMECAS de financer les uniformes, a soutenu le directeur général de la PAMECAS, Malik Diop, qui encourage l'entrepreneuriat. Il est au micro de Denisia Sambou. Et là, nous avons une opportunité pour accompagner l'entrepreneuriat sénégalais à travers ce partenariat. L'éducation maintenant, nous le savons par le passé, nous apportons des financements directs aux établissements d'enseignement pour les accompagner en fonds de roulement, pour les accompagner en équipement. Mais le partenariat nous permet de franchir un palier supplémentaire en finançant les uniformes pour les enfants. Voilà le sens et voilà l'intérêt de PAMECAS à aller sur le partenariat que nous venons de signer avec la société Afritex, qui est une entreprise sénégalaise créée par des Sénégalais il y a plus de 2 décennies. Merci à Denisia Sambou, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khadisser. Rappel des titres présidentiels ivoiriennes, rebondissement de dernière minute, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonna à l'État de surseoir au processus électoral, de lever les obstacles à la candidature de Guillaume Soro dans un délai de 15 jours. Après la pluie, bonjour les dégâts. À Bourg, des quartiers sont fortement touchés par les inondations. Les eaux de pluie ont envahi les maisons. Les populations inquiètes sollicitent une aide d'urgence. À Thiès, le mur du SEM Sampaté s'est effondré après les grosses pluies enregistrées dans cette région. Dakar enregistre 5000 sinistrés, un chiffre qui pourrait évoluer selon le gouverneur de la région de Dakar. Les relogements temporaires ont démarré à Keur Massar et à Djahaï. Plus de restrictions au niveau des transports en commun. Toutes les restrictions ont été levées. Toutefois, le port du masque reste obligatoire. L'actualité internationale, la page des sports ont bouclé cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Sud FM, Sen Radio. Tout de suite, Sud Éducation. Merci de votre fidélité. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal.